Donc on passe à Julia Franchette, qui va aussi nous parler de thérapie génique de surdité, donc la thérapie génique des surdités héréditaires, du modèle murin aux études précliniques. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie tous les membres de l'Académie, les collègues présents ici pour m'écouter et je vous remercie aussi de m'avoir permis de présenter ce travail que j'ai réalisé l'année dernière dans le laboratoire du professeur Petit, c'est le laboratoire de génétique et de physiologie de l'audition de l'Institut Pasteur. Je l'ai réalisé sous la tutelle du docteur Safieddine et du docteur Nevou et mes travaux s'intitulaient La thérapie génique des surdités héréditaires du modèle murin aux études précliniques. Et nous nous sommes plus particulièrement intéressés à une surdité héréditaire qui s'appelle DFN-B9. Je sais que mon collègue Fabien Blanc a un petit peu déblayé le sujet, je le remercie d'ailleurs. La surdité est un problème majeur de santé publique. En effet, 5% de la population mondiale présente un déficit auditif, congénital ou acquis. Pour ces patients, on a plusieurs propositions qui sont la plupart du temps des aides conventionnelles, des aides auditives, et on a eu beaucoup d'améliorations aussi dernièrement grâce à l'implantation cochléaire qui a changé la vie de nombre de patients, mais ce n'est toujours pas, entre guillemets, parfait. Alors, je peux faire comme ça, pardon. Donc je vais vous développer quelques petites choses sur la surdité génétique DFN-B9. Donc c'est une surdité qui est liée à une mutation du gène OTOF qui est positionné sur le chromosome numéro 2. Ce gène OTOF permet la synthèse d'une protéine qui s'appelle l'autoferline, qui est localisée au niveau de l'oreille interne, au niveau des cellules ciliées sensorielles, cellules ciliées internes, excusez-moi, qui est la vraie cellule sensorielle auditive. Cette protéine permet la fusion de la vésicule synaptique à la membrane présynaptique au niveau de la synapse auditive. Donc elle participe à l'exocytose. La mutation chez ces patients entraîne une surdité de perception bilatérale, profonde, prélinguale, donc avant l'acquisition du langage chez les enfants, non syndromique. Sa transmission est autosomique récessive et on estime qu'elle est en cause dans 2 à 8% des surdités congénitales non syndromiques. Ce qui, devant cette prévalence, nous a quand même posé la question d'une thérapie pour cette surdité autre que l'implantation cochléaire. Je vais vous présenter rapidement la thérapie génique. Vous en avez un petit peu entendu parler, j'imagine. C'est quelque chose qui est en plein essor depuis une dizaine d'années. Et il y a même des médicaments qui ont été commercialisés aux États-Unis, en Chine et en Europe pour, par exemple, l'amorose de Leber et l'atrophie spinale proximale. En gros, elle est particulièrement adaptée aux maladies monogéniques que sont les surdités génétiques qu'on connaît jusqu'à maintenant. Elle se définit par le transfert de matériel génétique dans des cellules cibles afin d'avoir un effet thérapeutique plus ou moins prolongé. Pour ce faire, on a besoin d'un vecteur, qui soit viral ou non. Dans la thérapie génique, on utilise le plus souvent un virus qui s'appelle le virus adéno-associé, aussi appelé AAV. Là, je vous ai mis une petite image de la capside de ce virus, à l'intérieur duquel il existe un plasmide, c'est-à-dire que c'est une séquence d'ADN simple brun circulaire dans lequel on peut intégrer un transgène pour amener dans la cellule cible. Ce vecteur a la particularité d'être non pathogène pour l'homme, peu immunogène, non intégratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'intégration du transgène n'importe où dans le génome de la cellule cible et pas a priori de mutation, de décalage de lecture, du cadre de lecture qui peuvent entraîner des catastrophes. Il existe plusieurs sérotypes qui ont un tropisme différent en fonction des cellules targetées et la principale limite est la capacité d'encapsidation. On peut intégrer un transgène de maximum 4700 paires de bases au sein de ce plasmide. Je vais vous présenter maintenant les résultats très encourageants que mon laboratoire a publiés dans PNAS en février dernier. Ils ont en effet réussi à obtenir une restauration auditive durable pendant plus de 7 mois chez un modèle murin de souris sourde DFN-B9, donc c'est l'autoferline, après une injection directement en intracochléaire d'une thérapie génique. Donc le souci que
que nous avons eu pour cette thérapie-là, c'était que l'ADN codant du gène OTOF est très long et dépassait de beaucoup la capacité d'encapsulation d'un virus. Donc nous avons dû utiliser la technique appelée du double AAV, c'est-à-dire qu'on a pris la séquence de l'ADN codant, on l'a coupée en deux, on l'a mise dans deux poules de virus différents qu'on a co-injectés ensemble dans cette souris sourde directement en intracochléaire. Et comme vous pouvez voir ici sur les résultats des PEA, à 7 semaines, 11 semaines et 14 semaines de l'injection, nous avons une restauration auditive presque ad intégrum. Je vais maintenant vous présenter du coup mes travaux qui découlent de ces résultats très très intéressants. J'ai utilisé le même modèle murin qui est un modèle murin OTOF-KO, donc qui ne possède pas, qui ne synthétise pas la protéine de l'autoferline et donc qui entraîne une surdité profonde chez ces souris avec des PEA plats. Nous avions injecté les différentes préparations virales que je vais vous définir juste après en intracochléaire AP30. Nous avions testé dans un premier temps une forme synthétique plus courte du gène OTOF. Comme je vous ai dit, on avait été obligé d'utiliser la technique du double AAV dans l'article précédent et on sait que cette technique marche mais a quand même une moins bonne efficacité que si on utilise un seul pool d'AAV. Donc nous avions essayé de faire une forme plus courte qui permettait la synthèse que de 4 domaines C2, le A, le C, le E et le F, ainsi que le domaine transmembranaire de la protéine native autoferline. Pour l'article que je vous ai présenté juste avant, la thérapie utilisait un promoteur qui était un promoteur chimère entre le CMV et le bêta-actine de poulet. En gros, c'est un promoteur qui est peu spécifique et qui entraîne une expression très forte dans la cellule cible et nous étions en train de chercher quelque chose entre guillemets plus fin qui collait plus à la réalité et nous avons donc recherché le vrai promoteur de l'autoferline pour faire la thérapie avec ce vrai promoteur. Nous avions deux séquences, on va dire candidates, une séquence qui normalement est promotrice de l'isoforme courte de l'autoferline et une autre séquence de l'isoforme longue. On espérait en tout cas dans les expériences que je vais vous présenter juste après, pouvoir avoir l'expression de la protéine verte, fluorescente, donc cette protéine rapportrice sous le contrôle de ce promoteur. Je sais que mon collègue vous a parlé de deux voies d'abord pour les injections intracochléaires. Moi, je vais vous présenter du coup la troisième. Au travers de la membrane de la fenêtre ronde. Nous faisions ça chez des souris adultes, donc chez le modèle OTOF-KO, sous anesthésie générale. Nous réalisions une incision rétrooculaire. Nous arrivions en disséquant les tissus à la capsule otique, qui est, on va dire, de l'os. On faisait un petit trou au niveau de ces capsules en dessous du nerf facial qui est jusque-là. Et là, je sais que ça passe pas très bien, désolé. On voit ici l'artère stapédienne qui est physiologiquement persistante chez la souris et pas chez l'homme. Et à côté de laquelle il y avait la fenêtre ronde qui était percée et où la préparation virale était injectée, ce qui permettait de la transmettre dans la périlymphe et d'accéder à la cochlée et au vestibule. Nous avions ensuite réalisé à J30 des tests objectifs auditifs, donc des PEA sous anesthésie générale. Puis après, nous avions récupéré les oreilles internes et plus particulièrement les organes de Corti où il y a les cellules ciliées internes et externes de ces souris et nous avions fait de l'immunohistochimie puis une lecture en microscopie confocale. Voici les résultats du premier test, donc qui utilisait la forme plus courte de l'autoferline qu'on appelle ACEF. Là, vous pouvez voir les résultats en immunohistochimie d'une oreille contrôle et d'une oreille injectée. Donc rapidement, là, vous voyez les 3 rangées de cellules ciliées externes et ce qui nous intéresse un peu plus, la rangée de cellules ciliées internes. Nous avions fait un immunomarquage en vert pour l'autoferline et effectivement, il n'y en avait pas dans l'oreille contrôle, mais c'était attendu. Et par contre, il y avait une synthèse de façon spécifique au niveau des cellules ciliées internes dans le cytoplasme de l'oreille injectée. Malheureusement, nous n'avions pas eu de résultats en termes d'audition. Donc cette protéine n'avait pas permis de rétablir la fonction chez ces souris qui manquaient de l'autoferline.
Je vais vous présenter maintenant le deuxième test, donc, qui était la sélection d'une séquence promotrice qu'on utilisera dans un deuxième temps pour la construction virale de l'essai clinique à venir. Nous avions testé dans un premier temps le promoteur de l'isoforme longue de l'autoferline qui permettait la synthèse en principe de la GFP, et effectivement c'était le cas ici. Donc ici, l'immunohistochimie d'une oreille contrôle, on ne voit pas de verre, il n'y a pas de GFP, encore une fois c'était attendu, mais par contre au niveau de l'oreille injectée, vous pouvez voir ici en vert de façon un petit peu hétérogène mais quand même bien marquée la GFP qui était présente dans les cellules ciliées internes de la souris injectée, mais pas dans les cellules ciliées externes. Par contre, nous n'avions pas retrouvé de marquage vert, donc pas de GFP sous le contrôle du promoteur de l'isoforme courte de l'autoferline. Au total, pour conclure, ces deux tests nous avaient permis de voir que malheureusement, il n'y avait pas de restauration de l'audition avec la forme plus courte. Donc, pour l'essai clinique, nous devrons utiliser la technique utilisée dans l'article que je vous ai présenté au tout début. C'est la technique du double AAV. Par contre, pour le promoteur, nous pourrons utiliser celui de l'isoforme longue de l'autoferline pour la séquence humaine, qui permettait l'expression spécifique dans les cellules ciliées internes, qui est la localisation native de l'autoferline quand tout se passe bien. Et donc nous espérons dans les années à venir pouvoir lancer le premier essai clinique européen de thérapie génique pour une surdité génétique. Je prends quelques secondes pour remercier tous les membres de mon laboratoire qui m'ont énormément aidé l'année dernière et l'AFON qui a permis de financer mes travaux l'année dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de travaux sur la surdité. Alors, c'est une surdité, c'est monogénique, pur, dur, parce que quelquefois c'est monogénique, mais il y a des petits bouts de mutation ailleurs qui font que... Alors, a priori, excusez-moi, c'est une pathologie. Enfin, on a découvert ce gène il y a une vingtaine d'années maintenant. D'ailleurs, il a été découvert par le laboratoire dans lequel j'étais l'année dernière. Et a priori, c'est vraiment sûr. Après, il existe plus d'une centaine de mutations et on va en retrouver d'autres, mais c'est ce gène OTOF qui est sur le chromosome 2 qui est en tout cas en cause dans cette surdité génétique. Est-ce que vous avez des questions ? Ce qui me gêne, vous nous avez marqué à la fin, dans les années à venir. C'est embêtant. La science, on ne sait jamais. Oui. Mais parce qu'on a l'impression quand même que tous, là, vous êtes en train de progresser assez rapidement sur l'endroit où injecter, sur le porteur, sur la protéine et sa forme. Je suis d'accord avec vous, ça s'accélère vraiment beaucoup, là, surtout sur notre sujet, donc la surdité. On a l'hôpital, la PHP, Necker, la Pitié et l'Institut Pasteur a reçu un RHU avec beaucoup d'argent pour développer les essais cliniques le plus rapidement possible, certes, mais il y a quand même des barrières. C'est une population pédiatrique, donc il va falloir faire des tests quand même sur le primate non humain, au moins de sûreté de la voix d'abord. Comme vous avez dit, mon collègue Fabien Blanc, lui, il trouvait qu'il y avait des petits défects sur les tests auditifs qu'il faisait après ce genre d'injection, et aussi sur la sûreté des virus qu'on injecte quand même chez des enfants au niveau de l'oreille interne, c'est pas loin du LCR. Il y a des choses à checker encore. Merci pour la qualité de ce travail. Justement, concernant la voix d'abord, vous avez dit que c'était donc une troisième voix d'abord que vous proposiez. Il pourrait l'utiliser, votre autre collègue ? Parce que c'est peut-être préférable de passer par cette voie d'abord si elle est réalisable que passer par la grande citerne avec tous les risques encourus sur le LCR qu'on peut connaître. Je vous remercie de votre question, je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, dans tous les articles qui sont sur des modèles murins, la plupart et primates, on utilise le plus souvent cette voie d'abord-là. En tout cas, c'est celle qui est maîtrisée par le laboratoire et on n'a pas de souci particulier et elle est transposable à l'homme assez facilement, d'autant plus que chez l'homme, il n'y a pas cette artère stapédienne que vous avez vue qui est juste à côté et c'est l'endroit par lequel on glisse l'implant cochléaire. Donc on a quand même pas mal de recul sur cette technique en tout cas. Mais on peut l'injecter ailleurs. Mais pas, à mon avis, pas directement dans le LCR, ça me paraît un peu... Elle sert à quoi cette artère là qui passe au milieu, qui est bien embêtante? C'est une bonne question, mais en tout cas, chez nous, normalement, ça vient de la carotide en fait. Donc quand on la perce, on se sent pas très bien, en tout cas chez la souris. Mais je ne saurais pas exactement vous dire. Mais chez certaines personnes, elle est persistante chez les humains et elle passe au niveau de la fenêtre ovale. Donc pas... Mais ça peut être embêtant. Pas d'autres questions?
Merci, donc on l'attend dans les années à venir. Dans pas Peut-être longtemps, l'année dans pas prochaine, longtemps, mais peut-être peut-être 3 dès ans. l'année prochaine, 3 ou 4 communications sur le sujet, parce qu'on voit J'espère. que vous êtes tous... Ça va continuer, c'est sûr. Voilà, on sent que c'est un des endroits où la thérapie génique va enfin donner des résultats. Il n'y en a pas encore beaucoup, ça commence. Ouais, il y a quand Ça même commence, ouais. il y a 700 essais cliniques de Oui. par le monde de thérapie génique sur des pathologies qui en sont déjà à la clinique, donc chez l'homme. Ça avance vite. Et on a l'impression que ça va aller plus vite que la thérapie cellulaire. Peut-être. Je vous remercie. Merci.